Bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous regardent en direct. Aujourd'hui, je vais vous parler de performance industrielle et de durabilité et principalement d'économie circulaire qui est un sujet qui me tient à cœur et de maintenance. Alors pour faire une petite aparté sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons affaire à plusieurs problématiques. Il y a une hausse des prix des matières premières qui est avec différentes pénuries. Il y a quelques années, en Asie du Sud-Est, ils ont dû faire le choix entre laisser boire la population ou faire des puces électroniques. Un autre point qu'on a, c'est qu'il y a de plus en plus de problématiques pour recruter. Il y a pas mal de grandes écoles qui sont financées par des grandes entreprises. Et ces grandes entreprises sont face à des étudiants qui ne veulent plus rentrer dans ces écoles-là, dans ces entreprises-là, pour des raisons de sens et des raisons d'éthique. Et comme je le dis assez régulièrement sur les réseaux, si votre entreprise n'est pas circulaire, elle va mourir. Et on a eu un exemple concret il y a quelques semaines, une entreprise qui s'appelle Mili. Donc Mili, en fait, il distribue des prospectus donc dans nos boîtes aux lettres. Et en fait, face à tous ces changements-là, ils sont obligés de licencier plus de 10 000 personnes. Donc on arrive sur l'un des licenciements les plus massifs en France de ces dernières années. Donc pour évoluer par rapport à tous ces changements, ce que je propose, c'est qu'on passe à une performance industrielle durable et circulaire. Alors pour moi, la performance industrielle durable, il y a plusieurs points. Le premier, c'est d'optimiser la production en réduisant l'impact environnemental. Parce qu'en fait, on peut arriver à justement optimiser nos productions en réduisant cet impact-là, en faisant des bons choix. Et ces bons choix vont avec une conséquence qui est que la durabilité va entraîner une hausse de compétitivité. Par exemple, j'ai travaillé pour une entreprise pharmaceutique où en fait, ils voulaient réduire leur consommation d'eau de 40%. Et en fait, par le fait de faire ces choix de durabilité, ils sont justement arrivés à faire plusieurs centaines de milliers d'euros d'économie. Et en troisième point, c'est de faire une transition entre l'économie linéaire vers l'économie circulaire. Alors qui je suis pour vous parler de tout ça? Donc, comme l'a dit Karim, entre 2014 et 2016, j'ai fait partie de la maison. Donc, j'ai fait un DUT génie industriel et maintenance en alternance. Entre 2016 et 2019, j'ai suivi un cursus en génie industriel donc à Grenoble INP, où je suis devenu ingénieur en performance industrielle durable, cursus aussi fait en alternance. En 2018, j'ai fait un Erasmus à Lappeenranta en Finlande, donc qui est l'université la plus verte, enfin qui était l'université la plus verte d'Europe à l'époque. Donc c'est là-bas que j'ai appris ce qu'était l'économie circulaire. Et ce qui fait que là, avec mes 6 années d'ancienneté dans le domaine, je fais partie des personnes qui ont pas mal d'expérience sur le sujet. À la fin de mes études, j'ai rejoint une petite entreprise qui s'appelle Calliope, dont Étienne nous en parlera juste après. Ensuite, pour raison personnelle, je suis parti habiter sur Grenoble, et où là, j'ai rejoint un cabinet de prestations qui s'appelle Effort. Et en fait, j'ai eu plusieurs missions. Donc, j'ai une mission dans une usine de remanufacturing où je les ai aidés d'un point de vue logistique. J'ai une mission justement dans une entreprise pharmaceutique où je les ai aidés sur leur consommation d'eau. J'ai été responsable de transition pour un service méthode et qualité pour une entreprise du CAC 40. Et là, ma mission actuelle, c'est d'aider l'un des plus grands industriels grenoblois dans sa transformation, qui va être l'une des plus grandes transformations de ces 40 dernières années. Donc tout ça pour revenir à nos moutons, pour parler de notre économie actuelle, qui est l'économie actuelle, qui est donc l'économie linéaire. Donc l'économie linéaire, et donc cette économie, c'est 92,8% de notre économie actuelle, elle est basée sur ce principe-là. On extrait des matières premières, on produit, on consomme et on jette. Par rapport à la partie extraction, je ne sais pas si vous avez déjà fait le constat, mais en fait, si vous regardez autour de vous, tout ce qui a été créé par l'homme, tout ce qui a été transformé par l'homme, a été issu de matières premières issues de notre mère nature. J'ai pas encore trouvé de contre-exemple à ce sujet. De là ensuite, on produit, on surproduit et on jette beaucoup de choses directement, sans même consommer. Ensuite, notre économie, plus que consommer, on surconsomme.
On a tous énormément de choses dans nos placards que nous n'utilisons pas. Et en dernier, tout ça finit à la poubelle. Donc le cycle extraire, produire, consommer, jeter, directement sans passer par l'étape de recyclage, c'est, je le répète, à peu près 93% de l'économie mondiale actuelle. Forcément, cette économie, elle pose plusieurs problématiques. Jean-Marc en a parlé bien en détail avant. Je vais revenir rapidement sur quelques points. Le premier, c'est tout ce qui est réchauffement climatique. De ce réchauffement climatique vient aussi d'autres problématiques du style des problématiques de santé. En fait, il y a des migrations, par exemple, je pense à des moustiques, qui sont en train de revenir dans les pays du Nord. Et donc, ça ne serait pas impossible que d'ici une dizaine d'années, nous ayons des cas de paludisme en Europe. À côté de ça, on a des pénuries de ressources. Et là, je parle principalement de l'eau, excusez-moi. Comme je vous l'ai dit, en Asie du Sud-Est, il y a quelques années, ils ont dû faire le choix entre donner à boire à la population ou faire des puces électroniques. Il y a aussi les limites planétaires. Donc, comme Jean-Marc l'a dit avant, il y en a déjà 6 qui ont été dépassés sur les 9. Actuellement, nous produisons des montagnes et des montagnes de déchets. Et quand je dis des montagnes, ce n'est pas qu'un sens figuré. En Indonésie, près de Jakarta, ils entassent les déchets au point qu'ils en ont une montagne qui fait quasiment 1 km de haut. Et en fait, ils sont obligés de prendre des pelleteuses pour passer les déchets d'un étage à l'autre. Et ensuite, d'ici 2050, on devrait avoir à peu près autant en proportion de plastique que de poissons dans nos océans. Alors là, forcément, j'ai bien pourri l'ambiance. Mais par rapport à ça, une solution est possible, c'est de changer d'économie et de passer à une économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est 3 principes. Ces 3 principes ne sont pas de moi, ils sont de la fondation Ellen MacArthur. Et en fait, ça fait quasiment une quinzaine d'années qu'ils travaillent sur la question. Le premier principe, c'est d'éliminer les déchets et la pollution. Alors là, on parle bien d'éliminer et on ne parle pas de réduire. Le deuxième principe, c'est de faire circuler les produits et les matériaux à leur plus haute valeur. Et là, je parle principalement d'un point de vue technique. Et le troisième, qui est la conséquence des 2 premiers, c'est de régénérer la nature. L'objectif de ces 3 principes sont d'arriver à vivre donc dans le fameux donut que nous a montré Jean-Marc avant. Pour aller un peu plus en profondeur sur l'économie circulaire, je vais vous présenter le diagramme papillon, qui vient aussi de la fondation Ellen MacArthur. Ce diagramme papillon est le slide le plus compliqué de toute la présentation. Le voici. Donc dans l'économie circulaire, qui a été théorisée et présentée sous cette forme-là par la fondation Ellen MacArthur, nous arrivons avec des matières premières tout en haut, qui font un peu les antennes du papillon, et pour ensuite arriver en bas sur justement le fait de produire des déchets. Entre les deux, nous arrivons sur différents cycles. L'objectif de l'économie circulaire, c'est non pas de faire des cycles, mais de faire circuler l'ensemble de ces composants. Donc quand je parle de composants, je parle de produits finis, de matières premières, etc. Ce diagramme se décompose en 2 parties. La partie de gauche, qui est sur la partie biologique, et la partie de droite, qui est sur la partie technique. Pour aller très rapidement sur la partie de gauche, donc la partie biologique, nous arrivons donc à extraire des matières premières, les utiliser, les consommer, et pour ensuite les remettre dans la boucle. Donc les réutiliser, donc que ce soit d'un point de vue compost, biogaz, et là-dessus on arrive justement sur toute la partie de l'agriculture, de la pêche, etc. Au milieu, au niveau du corps du papillon, il y a plusieurs points. Donc une fois que nous avons extrait les matières premières, on en fait des composants. C'est là écrit part manufacturer. Parce qu'en fait, c'est à partir de ces composants-là, et à partir de cette matière qu'on a traitée une première fois, qu'on va ensuite pouvoir faire des produits manufacturés. Et ensuite de ces produits-là, on peut justement promouvoir un service. Je parlais du fait que de mettre des boucles dans cette économie-là. Sur l'aspect technique, il y a plusieurs boucles. La première, qui est la plus simple et la plus évidente, c'est le fait de partager et de mutualiser les objets que nous avons déjà.
Donc ça passe sur le fait de passer notre téléphone en fin de vie à notre petit frère ou à notre petite sœur, à utiliser des Blablacar ou ce genre de choses. Un autre point qui se trouve aussi dans cette première boucle, c'est aussi tout ce qui est maintenir. Donc maintenir le produit ou l'équipement industriel dans son état, et donc dans son état optimal. Donc là, on revient sur la maintenance, c'est vraiment le cœur de la maintenance, de maintenir l'équipement dans son état optimal. Ensuite, la boucle d'après, c'est tout ce qui est maintenir et prolonger. On revient sur de la maintenance, mais on va plus loin. On va plus loin et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut réutiliser, redistribuer et justement aller plus loin là-dedans? En se disant, bah voilà, plutôt que d'avoir un objet qu'on va utiliser 2 ans, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il en dure 4, 5, 10, 15, etc. De là, ensuite, quand on n'arrive plus à réparer l'objet, on va se poser la question de pouvoir le démanteler pour justement reprendre des composants. Donc c'est pour ça qu'on voit les composants qui reviennent à cet endroit-là. Donc toute une partie de remanufacturing. Et donc là, c'est actuellement où la maintenance n'est pas forcément encore allée assez loin. C'est maintenant, on va avoir une pièce défectueuse sur un équipement. Qu'est-ce qu'on en fait de cette pièce défectueuse? La plupart du temps, on va l'acheter. Dans le monde de demain, on pourrait se dire, ben tiens, j'ai cassé un roulement. Est-ce que ce roulement, je ne pourrais pas le renvoyer au fournisseur pour qu'il puisse le remanufacturer pour pouvoir le remettre dans le cycle? Et la dernière étape, qui est la plus loin dans ce diagramme-là, c'est toute la partie recyclage. Et donc on voit bien à cet endroit-là, comme quoi c'est là où il y a le moins de valeur technique par rapport au produit de base. Parce que quand on arrive justement, alors je prends l'exemple d'un roulement, on prend le roulement, si on veut le recycler, on va revenir sur le métal en tant que tel pour pouvoir refaire un nouveau roulement. Si maintenant on a un roulement, on a certaines parties qui sont usées, si on pouvait juste changer celle-là, on aurait forcément des gains d'un point de vue matière première. Pour aller plus loin dans cette compréhension du diagramme, il existe 2 autres modèles. Le premier, c'est celui de la colline de valeur. Donc celui-là n'a pas été fait par la fondation Ellen MacArthur, mais par Circle Economy. Et en fait, le postulat de cette colline, c'est que tout en bas, on est sur la production, enfin sur l'extraction des matières premières, et tout en haut, on a le consommateur, ou l'usager. Plus nous montons la colline, plus on ajoute de la valeur. Donc on retrouve le extraire, produire, ajouter les composants, vendre, donc distribuer, et consommer tout en haut. Et plus on redescend la colline, plus justement on perd donc cette valeur technique. Donc l'objectif de cette colline de valeur, c'est de retenir la valeur le plus possible en haut de la pyramide. Et donc là, on retrouve les différents aspects du diagramme papillon. Donc tout ce qui est réparer, maintenir, réutiliser, redistribuer, remanufacturer, recycler. De là, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon voilà, on a donc le diagramme de papillon et la colline de valeur. Et donc en mettant les deux ensemble, j'ai plus ou moins créé le diagramme qui se trouve à droite, qui est le diagramme papillon et valeur, où justement il faut imaginer au milieu le diagramme papillon et en dessous différents points. Plus nous sommes loin dans les cycles, plus nous perdons de la valeur. Donc ça, c'est ce qu'on voit avec la colline qui est juste à côté. Mais c'est aussi moins il y a de valeur, plus on va être loin de la source de consommation, et plus ça va être énergivore en fait. Je reprends l'exemple du téléphone. Si maintenant on a un téléphone, on casse un composant, qu'on le répare nous-mêmes, on va être très proche d'un point de vue physique et géographique, et ça va être très peu énergivore. On va acheter une pièce détachée, si on peut le réparer soi-même, on le répare soi-même, etc. Si on ne peut pas le réparer soi-même, ça va être un réparateur qui va être pas loin de chez nous qui va le faire. Par contre, si on donne notre téléphone à recycler, et ben en fait, le téléphone va être envoyé à un endroit, puis à un endroit, puis à un endroit, ça va être démantelé, ils vont reprocesser les matières premières, et ça va être très loin de chez nous, physiquement parlant, géographiquement parlant, et ça va être aussi très énergivore. Parce qu'en fait, c'est plus énergivore de faire refondre du métal que de juste changer une pièce sur son téléphone. Le lien avec la maintenance. La maintenance,
l'efficacité de l'économie circulaire. Tant d'un point de vue... Parce qu'en fait, on s'est dit très vite qu'en fait, plutôt que de changer de voiture quand on avait un pneu crevé, c'était plus simple de changer le pneu. Nous, on maintenance le bon sens paysan. Voilà. C'est celui qui a le plus la main sur l'objet. Maintenir et prolonger la durée de vie dès le début. En deuxième point, il y a aussi tout ce qui est standardisation et process. Jean-Marc en parle aussi avant. Donc pour moi, c'est vraiment le fait. On a vraiment tout un travail à faire pour travailler main dans la main. Les services de maintenance, l'éco-conception, l'utilisateur final. Des équipements qui soient les plus simples à entretenir, mais aussi où les pièces sont les plus standardisées possibles. Il est déjà arrivé d'un point de vue professionnel d'être... Pourquoi tu stockes autant de pièces détachées et autant de sous-ensembles inutilisables dans l'état? Il me dit, ben c'est simple. Donc le jour où la machine casse, et ben, soit on démonte et on arrive à faire... on change l'équipement. Ça c'est quelque chose qui ne doit plus être possible dans l'économie circulaire. Et plus que la conception à la source, mais faire de l'éco-conception à la source. Comment arriver à mettre ensemble dans un même bocal pour justement arriver à faire toute cette standardisation. Pour revenir sur la standardisation et les process, l'objectif est l'ensemble des process de réparation pour éviter de remonter le... J'ai créé un petit plan d'action qui s'appelle... le DevBack est un acronyme. Le D pour data, le B pour le changement de business model et le AC pour l'amélioration continue. Par rapport à la data, on ne peut pas faire d'amélioration continue sans avoir de data. Et comme le disait un sage ou mon ancien prof de méthode maintenance, où le Big Bang doit aussi faire un tri dans la donnée pour justement voir quoi extraire. Et en fait, quand on fait une optimisation, même d'un point de vue environnemental, qu'en fait, il ne faut pas se tromper. Et ça, c'est vraiment du cas par cas. Est-ce qu'on va d'eau sont différents indicateurs. Une fois qu'on a cette data, on va partir dans une démarche d'éco-conception. Tant d'un point de vue, donc en enlevant de la matière ou en enlevant des fonctionnalités, c'est utile. Et juste maintenance au cœur de cette éco-conception. La prise d'auteur de l'ensemble. Donc, on en a un peu parlé, que ce soit en interne par rapport au service de R&D, par rapport au client. Et même plus que la partie client, toute la partie prenante. Qui sont autour de l'entreprise. À Kalundborg, on a décidé de monter une nouvelle zone industrielle, où en fait, ils ont dit, bon c'est simple, qu'est-ce que tu produis, c'est quoi tes déchets? Et à partir de tes... Et comme ça, ils se sont rendus compte qu'en fait, l'eau chaude pour un autre bâtiment, comme quoi les déchets de l'un pouvaient être énergie pour un autre bâtiment. Et comme ça, ils sont arrivés à réduire de 35% et donc à minimiser toutes les pertes de production également. Donc on en parlait avant, le fait de mettre, plutôt quant au consommateur, pour justement une économie de l'usage. Et en fait, on voit très bien, c'est ce que font... on achetait tous nos DVD et maintenant on a des plateformes, on paye au mois. Et en fait, c'est
peut l'imaginer sur sa voiture que l'on fait. Mais on peut aussi très bien l'imaginer dans un point de vue ponctuelle de certains équipements, le cas échéant. Dernier point, comme tout ingénieur en performance industrielle, l'amélioration qui est vraiment au cœur de chaque processus. Des dont j'ai déjà parlé, la surproduction et la surconsommation. Pourquoi est-ce qu'on s'embête encore à produire? Parce que pour certaines entreprises, on a des fois l'impression d'un plaisir. Et justement, pourquoi est-ce qu'on produit encore pour pouvoir stocker et pas finir à la poubelle? La surconsommation va de pair. Un autre frein à l'économie circulaire est la surinnovation. On n'a même pas encore développé la 6G. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est une question. Ou du moins, est-ce que tout le monde en a besoin? L'économie circulaire et la résistance culturelle. On l'a tous entendu, oui, mais c'était mieux avant. Est-ce que si de bananes recyclées, est-ce que ça vous dit? Je suis pas certain. Là, on rentre vraiment dans la résistance culturelle. Parce qu'actuellement, on se... voilà, actuellement, l'argent ne va pas forcément vers ces démarches-là. Même si, à l'Assemblée nationale, une réduction de TVA pour tout ce qui était circulaire et réparation. Donc normalement, les produits réparés et reconditionnés en France. Et le dernier point que j'ai identifié, c'est l'accélérateur. Actuellement, il y a pas mal d'entreprises qui, justement, vont sur... Actuellement, on ne sait pas si on a le droit de réutiliser ou dans CVC. On ne le sait pas. Il y a aussi des... La première, c'est la perte de quantité. Si maintenant de bouteilles, forcément à un moment, on va casser une bouteille. On va pouvoir recycler et réutiliser à l'infini. À un moment, il va y avoir des pertes. Il y a des limites de production et des limites techniques. Parce qu'on sait tous comme 100% d'un point de vue qualité. On essaye tous, on n'y arrive pas. Le dernier point, c'est une perte de qualité. Cette perte de qualité, différents cycles de recyclage. Parce qu'en fait, par exemple de l'aluminium qui se recycle assez bien, on va arriver à avoir de la perte de qualité d'un point de vue des matières premières. D'extraire des matières premières pour arriver à consommer. Je vous laisse sur cette réflexion. Le meilleur déchet est celui que l'on ne conçoit pas. Sachez aussi que par rapport à la pénurie de matières premières, les plus grandes mines d'or qui vont exister d'ici quelques années. Merci pour votre attention. Bravo pour le timing. Des questions? Vu que vous aviez dans les premières vous aviez marqué le manque. Oui. C'est ça. Du coup, est-ce que plutôt problème à l'envers,
Euh, comment expliquer? Moi, je viens de l'Allemagne. Enfin, j'ai été embauché en Allemagne les 5 dernières années. Et les salaires en Allemagne étaient plus élevés qu'en France. Et où est-ce que c'est pas un problème de financement qu'un problème de personnel? Alors, pour l'aspect que je voulais mettre en avant, que j'ai peut-être pas dit, c'était plutôt une problématique. En fait, on est dans une génération avoir de plus en plus de sens au travail, envie de travailler pour une industrie polluante. Dans ce sens-là, que je voulais justement parler de la future pénurie RH qui va arriver pour... Voilà. Petite question sur... si tu pouvais revenir sur les freins. Oui. Par rapport à l'économie circulaire, ça devrait être tellement naturel. Il y a encore beaucoup de freins. Encore beaucoup de... on en parlait précédemment, mais que ce soit d'un point de vue marketing ou même d'un point de vue média, en fait, on vous incite à toujours plus vite, et plus forcément à se poser de réagir et de voir votre économie. En fait, il faut du temps. Il faut du temps. Aujourd'hui, on prend l'exemple quotidien, hein, le tri sélectif. C'est, je dis quasiment, mais rentrer dans les personnes. Et comment est-ce qu'on peut mettre en avant la performance industrielle comme élément de compétition? Alors, la performance industrielle durable, hein, par rapport à la compétitivité, hein, finalement. Eh ben, je vais répondre avec un exemple concret. Il y a quelques années, j'étais dans une entreprise où en fait, il manquait de place pour faire entrer des nouveaux équipements, pour justement accroître leur compétitivité. Et en fait, ils se sont dit, ben, tiens, on manque de place, on va créer un nouveau bâtiment. On va créer un nouveau bâtiment, on va mettre en place un système automatisé, et puis c'est parti, on va récupérer les 300 mètres carrés qu'il nous faut pour mettre une nouvelle ligne de production. De là, j'ai regardé l'ensemble de la ligne, et j'ai fait, bon, il y a un goulot d'étranglement là on a un surstock, là on pourrait optimiser. Et en fait, en prenant 6 mois, parce que bon, c'était mon projet de fin d'alternance, en prenant 6 mois, je suis arrivé à démontrer qu'en fait, on n'avait pas besoin d'un nouveau bâtiment, on avait juste besoin de faire beaucoup de ménage. L'optimisation. L'optimisation. D'ailleurs, c'est la définition du génie industriel, hein, optimisation des performances globales de l'entreprise. Tout à fait. C'est bien de le rappeler. Oui. Je profite de la transition du micro pour vous remercier tous d'être là. Merci à l'IUT pour cette invitation. Et voilà. Moi j'ai une question pour revenir sur le diagramme papillon là. Aujourd'hui, naturellement, on pense à faire de la maintenance plus vite et à notre niveau, et aussi au recyclage. Sur les autres parties de l'aile du papillon, c'est un peu moins, fait. Naturel, ouais. Et aujourd'hui, même si on s'éveille à ça, quel moyen est-ce qu'on a pour activer ce genre de choses? Vous me parlez du roulement à billes, mais c'était un exemple. Le remanufacturing, c'est pas quelque chose qui se fait pour plein de raisons. Et aujourd'hui, même si on est conscient de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ou pour développer cette partie-là, qui est un peu inutilisée pour plein de raisons peut-être, mais... Et ben déjà le premier point, et c'est pour ça que je suis ici, c'est pour justement pouvoir dire qu'en fait il y a une autre manière qui est possible, une autre manière de faire qui est possible. Et aussi d'un point de vue complètement pratico-pratique, en fait pour moi la maintenance a vraiment cet aspect-là et ce vecteur-là pour pouvoir aider à mettre ce genre de choses en place. Vraiment se dire, ben voilà, on a un sous-ensemble qui est défectueux, on va le prendre, on va le remettre en état. Voilà. Et vraiment le fait de communiquer dessus et dire ceci est une démarche de remanufacturing, ceci est une démarche de reconditionnement pour remettre en place ce sous-ensemble-là et communiquer dessus. Voilà. Ça permettra aussi de faire gagner des points RSE aux entreprises qui le souhaitent, le cas échéant. Merci pour votre présentation. À titre personnel, je suis convaincu par l'économie circulaire. Je pense qu'il faudra qu'on y aille tôt ou tard, même si, connaissant l'être humain, je suis quand même assez pessimiste. J'ai une question, alors qui n'apportera pas grand-chose au débat, je suis désolé, mais
dans votre partie limite, vous évoquiez des réductions de TVA pour ce qui est circulaire, pour les industriels, j'imagine. Qui est-ce qui va fixer le critère de ce qui est circulaire, de ce qui ne l'est pas? Est-ce que c'est l'État, un consortium d'industriels, des universitaires, des experts? Je n'ai pas forcément la réponse à cette question parce qu'en fait, j'ai appris ça la semaine dernière en regardant sur les réseaux, mais en tout cas, voilà, on peut déjà voir comme quoi il y a déjà une démarche qui va dans ce sens-là. Après, ça sera sûrement l'État par le biais de l'ADEME pour justement venir et dire qu'est-ce qui est réparable, etc. Mais je pense que les 5,5% de TVA seront appliqués aux entreprises qui interviennent dans la maintenabilité type circulaire d'appareils, etc. Et c'est pas obligatoirement appliqué à l'achat de matériel qui a un taux de maintenabilité important. À mon avis, c'est pas fait comme ça. Et ben en fait, ils veulent aussi justement l'ouvrir au tout public en disant que voilà, demain vous achetez quelque chose de reconditionné, donc quelque chose qui a été maintenu et réparé, la TVA sera de 5,5. D'accord, donc un seconde main à ce moment-là, mais ça est déjà parti dans un processus où il a été révisé, maintenu, etc. Bon, c'était pas ma question d'ailleurs. C'est bien, hein, c'est bien de parler de ça, mais on a une très grosse part de responsabilité en tant que consommateurs, tous ici, tout le monde, toute la société. Est-ce qu'on est prêt, parce qu'on n'arrête pas de nous rabâcher avec le pouvoir d'achat, etc., à arrêter d'être obnubilé par le prix de ce qu'on achète et d'être focus sur tous les aspects que vous avez présentés, c'est-à-dire la vraie robustesse, maintenabilité, etc. Il y a quand même beaucoup de gens. Et ce n'est pas qu'une question seulement d'économie, hein, c'est aussi une question d'attitude personnelle vis-à-vis de la consommation, qui sont que obnubilés par le prix des choses et qui regardent en second temps, voire pas du tout, tous les aspects que vous avez introduits. Donc ça, c'est un aspect sociétal énorme. Et ben pour moi, ce point de vue, en fait, va se résumer par un autre concept qui est celui de l'économie de la fonctionnalité. Moi, ça ne me dérange pas d'acheter quelque chose 3 fois plus cher si ça va me durer 5 fois plus longtemps. Et en fait, on retrouve cet aspect économique sur la durée. Voilà. Mais c'est partagé par beaucoup de monde, vous croyez? Pas encore. J'essaye aussi de semer des graines, mais voilà. Moi aussi, hein, mais je suis d'accord à 100% avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est quand même qu'il y a vraiment un changement de mentalité. Et vous savez que si on impacte le comportement des gens, ça met beaucoup de temps. Et peut-être que ça sera un peu tard quand réellement ça sera passé dans les mœurs. Une remarque sur la TVA. La TVA, c'est un outil qui est à la disposition pour le consommateur, pour inciter le consommateur, pas pour inciter l'entreprise. L'entreprise, elle achète hors taxe et la TVA l'impactera pas. Et, moi, chef d'entreprise, si j'achète un PC qui soit reconditionné avec de la TVA à 20 ou qui soit à 20 ou à 5,5, dans tous les cas, je fais ma balance de TVA, qu'est-ce que j'ai payé, qu'est-ce que j'ai encaissé, et je donne la valeur ajoutée finalement que j'ai créée à l'État. Donc cet outil TVA n'est intéressant que pour le consommateur, absolument pas dans un outil B2B. Ça c'est la compta qui le dit. Autre remarque aussi sur le comportement. Est-ce qu'on va pouvoir motiver des gens à regarder autre chose que ce qu'ils regardent? Arrêtons de rêver, hein. Les gens regardent ce qu'ils regardent. On ne sera pas dans leur cerveau. Ils continueront de regarder ce qu'ils ont envie, soit la durabilité, soit le prix. Si le prix était la seule question, il n'y aurait pas des parcs de bagnoles avec des voitures à ce prix-là. Faut juste... il y a une vraie question de reconnaissance dans ce qu'on achète, etc. Et c'est bien le rôle du législateur, finalement, c'est de faire qu'avec les arguments qui sont les bons arguments pour les gens, parce que c'est bien eux qui décident, et ben le législateur, lui, doit faire en sorte qu'il va modifier les comportements. Si les gens sont axés sur le prix, il faut rendre les choses vertueuses, moins chères, plus intéressantes. Dans tous les cas, il faut les rendre plus attirantes que les choses non vertueuses. Et ça, on ne changera pas les esprits et il faut qu'on change la loi. Petite anecdote, tu le sais Régis, on intervient nous beaucoup dans l'efficacité énergétique. C'est marrant que depuis la guerre en Ukraine, l'impact
énergétique et l'impact environnemental, l'empreinte carbone des entreprises, c'est devenu un tel problème que c'est même le DAF qui s'en est saisi. Évidemment que ce n'est pas l'empreinte carbone, évidemment que c'est surtout l'empreinte de la facture énergétique qui intéresse les entreprises, mais c'est la vie, c'est comme ça, quoi. On peut le pleurer, on peut faire ce qu'on veut, il faut juste l'intégrer. Merci pour cette présentation. En tant que membre en équipe CISIP, on s'intéresse beaucoup à la conception inventive et vous avez indiqué une contradiction comme limite, c'est la perte de qualité en utilisant l'économie circulaire. L'une des solutions à cette limite, c'est l'économie circulaire, disons partielle. C'est qu'on utilise des matières de bonne qualité pour les parties qui nécessitent une bonne rigidité. Et pour l'autre partie, par exemple, c'est applicable soit pour les produits, soit pour les machines. Donc pour les parties qui n'ont pas une grande importance, on peut utiliser les matières recyclables. Comme ça, je vois qu'on peut surmonter ce limite de perte de qualité. Voilà. Et c'est ce qu'on applique le principe de séparation par espace. Pour les parties qui nécessitent des bons, qui doivent être rigides, de bonne qualité, on utilise une matière brute. Et voilà, pour les autres parties, on peut utiliser des matières recyclables en appliquant l'économie circulaire. Voilà. Pour moi, justement, cette perte de qualité, en fait, c'est plutôt après le recyclage. On voit par exemple qu'on prend une feuille de papier, on va pouvoir la recycler que jusqu'à cette fois, parce qu'après, la qualité, en fait, ne sera plus bonne pour être réutilisée. En fait, pour moi, c'était plutôt dans cet aspect-là. C'est le fait qu'à force de combiner des boucles, à un moment, on va avoir une perte de qualité de la matière première. Pour rebondir sur ce que tu disais, on va dire l'appétence pour les économies d'énergie, on a connu ça avec les ultrasons et l'appétence pour la traque des fuites d'air comprimé. Pourquoi? Parce qu'il y a une directive européenne qui a dit attention, sinon on va vous taper. Et donc du coup, on a vu arriver, ah oui, il y a des solutions qui existent pour traquer les fuites. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, la question qui se pose, et ce qu'on a aujourd'hui, c'est vrai, le prix, avec les plateformes en ligne, tout le monde dit c'est le prix. Oui, mais prix, service, je crois qu'il faut l'intégrer. Aujourd'hui, vous voulez acheter un PC, vous avez le choix sur des sites marchands ou vous avez le choix d'aller à Vendenheim. Alors, pour les internautes, ça ne veut rien dire, mais il y a une zone commerciale. La question qui se pose, c'est est-ce que je l'achète moins cher en ligne ou est-ce que je vais l'acheter au magasin, quitte à payer plus cher? Alors au départ, on peut se dire, oui, non, il vaut mieux l'acheter en ligne. Ah oui, mais s'il y a un souci, là, je peux faire le pied de grue. Si j'ai acheté en ligne, c'est beaucoup plus difficile. Donc, effectivement, la question qui se pose, acheter au meilleur prix, ça dépend. Vous vouliez rajouter? Je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à l'intervention de monsieur. C'est que j'attends pas l'augmentation des règlements ou la législation ou les nouvelles lois. Hein. La prise de conscience, elle est individuelle et collective. C'est-à-dire individuelle. C'est-à-dire aujourd'hui, on a toutes les informations de tout ce dont on a parlé sur le net, si on s'y intéresse, qu'on soit d'ailleurs un étudiant. On s'adresse à des étudiants quand même là. Je veux dire, faut se réveiller, il faut relire, il faut se documenter et il faut passer aux actes, c'est-à-dire changer notre approche. Que la législation le fasse, évidemment, c'est nécessaire, ça s'appelle un acte politique. Mais j'attends pas de ça de la société, et j'attends de ça que chaque individu se réveille sur ce qui se passe actuellement. Et on est loin du compte si on regarde que les aspects consommation, l'incitation qu'on a à la consommation et on tire les prix. J'ai vécu 4 ans en Chine pour un projet industriel. Et j'ai regardé et j'ai vu à quel point la Chine, qui est notre pourvoyeur de machines à bas coût, quand même, moins maintenant. Il y a aussi des belles machines qui viennent de là-bas à forte valeur ajoutée. Mais à l'époque, c'était pas ça. Ben voilà, on se jette sur ça alors que tout est fait dans ces pays-là pour avoir des produits qui durent pas bien longtemps et qui nous posent plein de problèmes, de déchets, etc. Voilà. Donc, il faut se réveiller simplement. Hein. Et ce n'est pas la législation qui changera la donne, pour moi. Vu la couleur de nos cheveux, je pense que l'avenir, il est là. Hein. Donc, c'est à vous de vous bouger un peu. Une autre question.
Oui, alors je suis sensible à votre présentation et je pense que beaucoup le sont au vu du nombre de questions. Mais comme le disait le premier intervenant, c'est le marketing qui est et reste maître du jeu pour la partie sociale, pour une majeure partie de la société. Et le changement individuel à grande échelle reste compliqué, il faut le dire. Même si ça vient sur le marché, comme par exemple Back Market qui fait beaucoup de reconditionnés, pourquoi est-ce que les sociétés ne font-elles pas ou peu cette transition vers l'économie circulaire, d'après vous? Et est-ce économique ou bien est-ce pour une question de facilité, dans le sens où l'économie linéaire reste, pour l'instant encore actuellement, un business model qui fonctionne? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est les sociétés ne feront-elles pas la transition dès qu'elles n'auront plus le choix, entre guillemets, que ce soit économique ou bien sociétal, le jour où peut-être notre jeune génération se sera vraiment réveillée à grande échelle? Par rapport au premier point, mon point de vue, qui n'engage que moi, c'est qu'en fait, pour moi, il y a beaucoup de grosses entreprises. Pour moi, déjà, c'est les grosses entreprises qui tirent un peu les ficelles de tout ça et qui nous font rester actuellement dans l'économie linéaire. Et pour moi, toute la partie directrice de ces entreprises-là est tenue par des personnes qui n'ont pas forcément toutes ces connaissances-là, ou qui se disent « Bon, allez, il me reste encore 10 ans avant la retraite, moi je vais continuer comme ça et je vais espérer que ça passe. » Voilà. Après, ça n'engage que moi. Sur le deuxième point, on en revient sur ce que disait Jean-Marc, ce sera de toute façon soit subi, soit choisi. C'est que ce soit la hausse du prix des matières premières, que ce soit justement toutes ces problématiques d'extraction, ces problématiques RH, à un moment il n'y aura plus le choix. Voilà. Ah pardon. Du coup, dernière petite question, est-ce que ce sera pas trop tard? Là, dans votre réflexion, est-ce que du coup, une fois qu'on aura attendu cette fin, entre guillemets, est-ce que ce sera pas trop tard? Que ce soit économique et écologique. D'un point de vue économique, si ça sera trop tard, en fait, ces entreprises vont faire comme l'entreprise dont j'ai parlé avant, elles vont mourir avant. Et d'un point de vue écologique, en fait, en soi, c'est déjà trop tard. Donc la question, ça va plutôt être de savoir à quel moment est-ce qu'on va se réveiller et à quel moment l'ensemble va devoir justement changer. Voilà. Merci beaucoup. Et bravo, je crois qu'on peut l'applaudir.